Dossier neurodiversité. Terrain d'enquête numéro 7. Recherche de soi. Sur l'affaire, Nanon, Maë, Tom et Plume. Bonjour, bonsoir, nous sommes Tom, Maë, Plume et Nanon, les voix méconnues. Vous écoutez Audiotypie, une enquête sur la place de la neurodiversité dans la société. Alors dans cet épisode, nous allons parler des sujets controversés que sont l'autodiagnostic et le diagnostic. Aujourd'hui, de plus en plus de gens s'autodiagnostiquent, du fait d'un accès difficile aux soins, mais aussi d'un désir croissant d'introspection. Nous allons entendre l'avis d'une experte sur le sujet, tout en vous expliquant plus profondément les conséquences que cela peut avoir. Aujourd'hui, nous avons pris le temps de rendre visite à une psychiatre spécialisée dans les troubles neuroatypiques, Candice Blondeau, pour parler du sujet du diagnostic et de l'autodiagnostic d'une personne faisant partie de la neurodiversité et comment annoncer ce diagnostic à nos proches. Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? Quelle est votre profession, ce que vous faites au quotidien? Bonjour, je m'appelle Candice Blondeau, je suis psychiatre et pédopsychiatre spécialisée dans les troubles neurodéveloppementaux. Je travaille à la fois en libéral et dans des établissements médico-sociaux, un CESAD pour la dysphasie, la dyspraxie, un CESAD Pro et un SAMSA. Est-ce que vous connaissez la neurodiversité et ce que ça veut dire? Oui, la neurodiversité, c'est effectivement que chaque personne fonctionne de façon différente au niveau de son neurofonctionnement. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus, donner plus de détails par exemple ? Alors la neurodiversité, on en parle essentiellement pour tout ce qui sont les troubles du neurodéveloppement, avec effectivement donc les troubles du spectre de l'autisme, le trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, le trouble déficience intellectuelle, les troubles spécifiques des apprentissages, dyslexie, dysorthographie, dyscalculie, l'éthique et le syndrome de Gilles de la Tourette. Voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Le trouble développemental du langage oral, le trouble développemental de la coordination. Donc dans votre profession, vous êtes spécialisé pour tout ça ? Alors, moi, j'étais plus spécialisée dans tout ce qui était trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. J'ai fait ma thèse et ma thèse de sciences sur ce sujet-là. Et comme dans les troubles neurodéveloppementaux, il y a des comorbidités qui sont très importantes entre les différents troubles neurodéveloppementaux, je me suis plus spécialisée ensuite dans toutes les comorbidités, dysphasie, dyspraxie, TSA. Donc c'est arrivé par la suite quand vous êtes sortie ? Voilà, je connaissais déjà les autres troubles, mais beaucoup moins que le TDAH. Et effectivement, je me suis plus spécialisée dans les autres troubles à la suite. Au cours de votre carrière, vous avez dû poser des diagnostics en tant que psychiatre. Est-ce que ça a été difficile à faire et à l'annoncer aux patients ? Alors parfois le diagnostic est très facile à faire parce qu'il est très typique et dans ces cas-là, c'est parfois un grand soulagement pour les patients d'apprendre que leur fonctionnement il est lié à quelque chose de connu. En fait, et qu'on peut y faire quelque chose et que plus ils vont connaître comment ils fonctionnent et plus ils vont pouvoir s'adapter dans la vie quotidienne. Parfois, le diagnostic est plus difficile et en particulier faire un diagnostic différentiel avec d'autres troubles. Alors, soit les troubles neurodéveloppementaux entre eux, c'est pas toujours très facile entre le TDAH et le TSA. Donc, c'est pour ça qu'on a écrit un article d'ailleurs qui va sortir dans le bulletin de la RAPI à ce sujet-là. Et parfois, donc, c'est difficile par rapport aux troubles psychiatriques qui peuvent être associés aux troubles neurodéveloppementaux ou être au contraire un diagnostic différentiel, donc les troubles bipolaires de l'humeur ou les troubles anxieux. Voilà. Et là, on peut avoir des difficultés diagnostiques. En tout cas, je trouve qu'à chaque fois, c'est quand même une chance pour les personnes qui en sont atteintes de troubles ou de neurodiversité ou de troubles neurodéveloppementaux, de savoir comment ils fonctionnent et de pouvoir avancer avec. Quels sont les types de diagnostics que vous posez le plus souvent ? Peut-être que vous pouvez nous éclairer un peu, car vous êtes pédopsychiatre aussi. Donc comment ça se passe ? Parce que c'est aux parents que vous l'annoncez du coup.
Alors, le plus souvent, on m'adresse les personnes pour des troubles neurodéveloppementaux et en particulier pour le TDAH, pour le trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Donc, c'est celui que je diagnostique le plus. Et ensuite, on va regarder toutes les comorbidités, tous les autres troubles neurodéveloppementaux ou les troubles anxieux qui y sont associés. Le diagnostic, effectivement, il va concerner à la fois l'enfant et ses parents. Et pour l'enfant, en tout cas, c'est très très important de savoir comment il va fonctionner, comment son trouble s'exprime chez lui et de pouvoir aussi après l'expliquer à son entourage, l'expliquer à ses parents, l'expliquer à ses camarades, à ses enseignants. Donc ça s'appelle la psychoéducation et on va faire de la psychoéducation avec lui et avec l'entourage et parfois lui-même peut faire la psychoéducation de son entourage pour que les personnes comprennent comment est-ce qu'il fonctionne et ce dont il a besoin. Donc des fois, ça peut vous amener à parler à une famille, devoir en parler plus qu'à l'enfant en lui-même. Effectivement, toujours, je suis psychiatre et pédopsychiatre, donc je vois aussi des adultes et chez les adultes, il m'arrive aussi de voir le conjoint ou le reste des personnes de la famille. Chez l'enfant, ça m'arrive très régulièrement, enfin tout le temps en fait, de rencontrer les parents, la famille, la fratrie parfois aussi et certains grands-parents quand ils le souhaitent. Alors pour en apprendre du coup un peu plus sur les questions que je viens de vous poser, j'aimerais aussi savoir, du coup, face à ça, quelles sont les réactions de vos patients de manière générale ? Ça va être un soulagement ou c'est plus compliqué ? Alors, parfois au début du diagnostic, plutôt au début du diagnostic, c'est un soulagement, je trouve. Qu'ils arrivent à comprendre en fait qu'il y a quelque chose qui dysfonctionne et ils savent pourquoi. Donc très souvent, quand on va externaliser le trouble et effectivement dire il y a quelque chose, on sait ce que c'est. Je trouve quand même globalement c'est plutôt pris de façon positive. Il arrive parfois que certains parents, plus que les enfants, ne comprennent pas bien. Certains parents pensent que c'est quelque chose qui est juste à la mode mais ça m'arrive assez peu quand même et on peut s'appuyer sur de très nombreuses études depuis très longtemps maintenant, c'est très connu partout au niveau mondial, donc on a les outils quand même pour montrer que scientifiquement c'est quelque chose de valide, de prouvé et de très bien connu maintenant, les troubles neurodéveloppementaux. D'accord. Donc les réactions sont la plupart du temps très positives quand vous annoncez le diagnostic. Oui, je trouve. Après, ce qui peut être difficile, ça va être les traitements qui sont proposés et apprendre à vivre avec. Pensez-vous que le parcours pour obtenir un diagnostic est assez accessible ? Alors, très clairement non. Je pense que c'est pas accessible, que c'est extrêmement compliqué de trouver un spécialiste qui connaisse la neurodiversité. Et ensuite, aujourd'hui, nous ne sommes pas suffisamment de professionnels à exercer, tout simplement. Donc c'est extrêmement compliqué de trouver un psychiatre aujourd'hui, de trouver un pédopsychiatre aujourd'hui. Et les centres experts maintenant voient surtout des personnes sur adressage. Donc c'est très compliqué. Il y a quelques unités d'évaluation qui se mettent en place justement pour aider au diagnostic. Et après, une fois qu'on a le diagnostic, aussi qu'est-ce qu'on fait pour le suivi ? On n'est pas assez nombreux. Parce que par exemple, je sais que pour le TSA, c'est un petit peu une bataille constante pour obtenir un diagnostic. Ça peut durer des années, d'autres sont diagnostiqués vraiment très très tard. Pour le TSA, comme effectivement, le TSA, on a beaucoup avancé ces dernières années grâce à la bataille effectivement de l'entourage des personnes avec un TSA. On n'a pas rattrapé encore le retard que l'on a par rapport aux autres pays européens. Mais pour les autres troubles neurodéveloppementaux, on se retrouve comme les TSA se retrouvaient il y a 10-20 ans en fait. Donc avec un retard énorme au niveau diagnostic. C'est vrai que pour parler d'un cas plus personnel, moi c'est un petit peu une question sur est-ce que les troubles psychologiques en fait font vraiment partie de la neurodiversité. À titre personnel, j'ai un psychiatre qui est spécialisé dans ça et c'est vrai que je trouve ça tellement plus accessible d'avoir un diagnostic par exemple. C'est vrai qu'à contrario, je me rends compte là maintenant que c'est beaucoup plus difficile quand il s'agit de personnes neurodivergentes.
Oui, c'est ça, effectivement, les troubles psychiatriques comme le trouble de la personnalité borderline ou le trouble bipolaire sont pas considérés comme des troubles neurodéveloppementaux pour l'instant. Par contre, on sait effectivement que dans le trouble bipolaire, les facteurs génétiques, comme dans les troubles neurodéveloppementaux, sont très importants et que plus ça commence tôt, plus il y a des facteurs génétiques et plus probablement, en fait, le neurodéveloppement, il a à voir là-dedans, en fait. Quelles solutions pourraient être mises en place pour que ce soit accessible et pour que ce soit plus simple finalement ? Alors, il y a plusieurs niveaux de réponse. D'abord, il faudrait très clairement qu'on soit plus nombreux à pouvoir poser le diagnostic. Il faudrait qu'on soit plus nombreux à connaître bien les troubles du neurodéveloppement. Là, actuellement, le médico-social est en train de commencer à prendre une place que le sanitaire ne peut plus proposer. Donc, ça peut être une alternative en attendant que le sanitaire se redresse. Les CMP, ils sont complètement débordés. Donc, voilà, les CMPP, certains se sont vraiment formés aux troubles du neurodéveloppement et ont établi des structures en fait d'évaluation diagnostique. Ça peut être une alternative effectivement en attendant que le secteur sanitaire se rend flou et qu'il y ait plus de monde, plus de propositions pour faire ces diagnostics et plus de monde formé. Là, du coup, je vous fais plus référence aux troubles de la personnalité borderline et même en soi des troubles neurodivergents. Alors l'accessibilité est compliquée et puis ceux qui accèdent effectivement aux études de médecine pour être psychiatre ne choisissent plus la psychiatrie. La psychiatrie et la médecine générale sont les spécialités qui sont choisies en dernier. Et il y a plein de postes à pourvoir qui sont vacants en fait d'internes en psychiatrie. Donc on ne va pas pouvoir se renouveler suffisamment. Pensez-vous que l'autodiagnostic pourrait aider les patients à se comprendre et à mener des suppositions pour aller voir un professionnel comme vous ? Alors je trouve que c'est très intéressant de se poser la question soi-même de qu'est-ce qui ça ressemble à quoi en fait ce que j'ai et de aujourd'hui effectivement il y a Internet qui est accessible et si ça peut permettre à des personnes d'aller faire la démarche. Après, le problème, c'est que faire la démarche est extrêmement compliqué aujourd'hui et que s'auto-diagnostiquer quand derrière, on ne peut pas avoir une réponse fiable, on peut aussi beaucoup se tromper parce qu'il y a des choses qui se ressemblent vraiment beaucoup. Déjà, pour nous, c'est parfois compliqué. Alors, l'autodiagnostic, il y a beaucoup de symptômes qui se croisent et qui se ressemblent. Vous avez mentionné Internet. Alors, que pensez-vous de l'impact d'Internet sur le sujet de l'autodiagnostic ? Alors Internet, ça peut apporter des bonnes choses comme des très mauvaises choses, effectivement, et surtout si les diagnostics sont posés par des personnes qui ne sont pas médecins et qui ne peuvent pas poser des diagnostics de troubles neurodéveloppementaux. Si c'est la communauté qui pose des diagnostics, ils vont forcément se tromper parce que les troubles, ils sont très différents selon les gens et ça pourrait être au contraire très délétère d'avoir un mauvais diagnostic ou un mauvais non-diagnostic. Donc je pense que pour ça, les groupes de parole sont intéressants, la pérédance c'est très intéressant, mais toute la toute-puissance en fait par Internet de certains sur les diagnostics, c'est juste effectivement délétère pour les personnes qui ont accès. Lorsque vous avez posé un diagnostic, avez-vous parlé à la famille des patients pour mieux les aider à comprendre les challenges qu'ils vont avoir au cours de leur vie après avoir eu confirmation du diagnostic ? Alors d'abord, il y a quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, c'est le haut potentiel intellectuel n'est pas un trouble. C'est pas de la neurodiversité, c'est une chance. Les cliniciens en fait ont reçu des personnes avec un haut potentiel intellectuel qui avaient des troubles. Et donc de ce fait-là, on en a déduit que les personnes avec haut potentiel intellectuel ont des troubles à cause de leur haut potentiel. En fait, il n'en est rien dans les études scientifiques. Le haut potentiel est plutôt une chance parce que ça permet de s'adapter. Alors ça colore forcément le trouble neurodéveloppemental ou le trouble anxieux qu'on peut avoir par ailleurs et qui nous amène à consulter. Mais c'est pas le haut potentiel qui fait qu'on a des problèmes particuliers. Le haut potentiel, c'est pas un trouble.
le haut potentiel, en fait, donc va parfois, par contre, nous rendre difficile la tâche de diagnostic. Parce que comme les personnes à haut potentiel peuvent compenser énormément, ils vont développer des stratégies compensatoires et on ne voit pas forcément tout de suite le diagnostic. Et ils vont s'épuiser en fait vite et on ne se rend pas compte en fait des symptômes, parce qu'on ne les voit pas. Et donc effectivement, ça c'est quelque chose que j'explique aux personnes que je reçois, que le haut potentiel n'est pas un trouble. Et que par contre, effectivement, les troubles neurodéveloppementaux va les accompagner, le trouble va les accompagner toute leur vie, qu'il va être nécessaire de s'adapter, d'aménager, parfois de compenser. Donc effectivement, on les accompagne, on fait de la métacognition. La métacognition, c'est de connaître comment est-ce que je fonctionne, de savoir comment est-ce que je fonctionne pour pouvoir s'adapter, s'ajuster. Et on explique aux parents, bien entendu, et à l'entourage, comment est-ce que la personne va pouvoir s'adapter et vers quelle structure elle peut s'adresser si ils ont des besoins particuliers. Et du coup, concernant le TDAH, c'est la même chose. Il y a une continuité, ça se limite pas juste à la personne qui reçoit le diagnostic. C'est un accompagnement global pour vous ? Oui, c'est très très important. Le TDAH, donc là, les recommandations de la Haute Autorité de Santé, c'est la psychoéducation, la métacognition et les programmes d'habileté parentale, d'entraînement aux habiletés parentales. Donc c'est essentiel qu'on travaille avec la famille, avec les enseignants aussi. Donc moi, je me déplace régulièrement dans les équipes de suivi de scolarisation pour rencontrer les enseignants, pour expliquer comment fonctionne la personne et comment trouver ensemble, co-construire une fiche élève qui ne va pas être juste des recommandations que l'on ferait de façon très descendante, mais de partager pour pouvoir ajuster les choses avec l'entourage. Quand vous intervenez, c'est juste un accompagnement d'un élève qu'une sensibilisation globale ? C'est une sensibilisation des enseignants à la fois de façon très globale, mais aussi une sensibilisation par rapport à l'élève. Je fais les deux. Conseillez-vous ou mettez-vous en place des aides médicamenteuses concernant tous les troubles que vous diagnostiquez ? Alors, tant que c'est possible, on ne met pas en place de traitement médicamenteux. La première chose à faire, c'est la restructuration de l'environnement, la psychoéducation, la métacognition, l'accompagnement de l'entourage. Par contre, effectivement, parfois, le traitement médicamenteux est indispensable. Il vaut mieux bien vivre avec un médicament que vivre mal sans médicament. C'est parfois une véritable chance d'avoir un traitement médicamenteux et un risque majeur de ne pas en avoir. Donc, il faut connaître aussi les risques de ne pas être traités. Ça peut entraîner des conséquences très, très délétères. Donc oui, on fait appel à des traitements médicamenteux les plus ajustés possibles. Et ça, il faut effectivement s'y connaître parce que traiter de façon médicamenteuse juste pour sédater la personne, c'est absolument pas souhaitable. Donc il faut ajuster par rapport aux effets secondaires, par rapport à la tolérance et écouter effectivement le patient dans son traitement médicamenteux et dans son expérience. Encore une fois, c'est totalement différent de l'aspect psychiatrique quand on a un diagnostic ou même quand on n'a pas encore de diagnostic. C'est vrai qu'il y a une tendance directe à mettre des médicaments avec les psychiatres, surtout pour les maladies psychologiques. Alors, je suis aussi très spécialisée dans les troubles psychiatriques chez l'enfant et l'adolescent, donc je vois aussi beaucoup de troubles anxieux et de troubles bipolaires de l'humeur. Les troubles anxieux, ça se traite avant tout par psychothérapie. Par contre, le trouble bipolaire de l'humeur, la dépression aussi se traite d'abord par psychothérapie en premier lieu. Et si ça ne marche pas, pour les dépressions sévères, les traitements sont nécessaires. Le trouble bipolaire, par contre, se traite par médicaments. Effectivement, et en fait, le traitement médicamenteux prévient les rechutes et protège le cerveau. Et donc ça, c'est des choses où il faut vraiment bien expliquer aux personnes pourquoi ce médicament et que c'est pas une béquille en fait, justement. Le médicament ne doit pas être une béquille. Le médicament, c'est un traitement de fond que l'on prend pour se protéger. Est-ce qu'il existe des thérapies permettant de ne pas avoir recours aux médicaments pour vous ? Alors, éviter de prendre des médicaments quand on n'en a pas besoin, c'est une bonne chose. Éviter de prendre des médicaments quand on en a besoin,
Là, moi, je suis pas d'accord. Je pense qu'il vaut mieux continuer, il vaut mieux bien vivre avec un médicament que pas bien vivre sans médicament. Par contre, effectivement, les thérapies, c'est très utile et ça peut, en association avec des médicaments ou effectivement, sans traitement médicamenteux, permettre de régler beaucoup de choses. Et donc, moi, je fais la psychothérapie cognitive et comportementale de la TCC, thérapie cognitive et comportementale, qui a montré son efficacité dans plein de troubles pour beaucoup de choses, en particulier les troubles anxieux, les troubles de l'humeur, mais aussi pour les troubles neurodéveloppementaux. Pour le TDAH, il y a de la possibilité de faire de la thérapie cognitive et comportementale. Vous faites quoi lorsque vous faites cette thérapie-là avec vos patients ? La thérapie cognitive et comportementale, ça commence par une analyse fonctionnelle. On va analyser le fonctionnement de la personne ensemble, en fait. On le fait ensemble avec un objectif commun. Un objectif à la fois à atteindre et à la fois un objectif de moyen qui va être commun. Et l'analyse fonctionnelle, en fait, va permettre effectivement de voir qu'est-ce qu'on peut bouger dans tout ça pour apporter une amélioration. Et ensuite, on a des techniques un petit peu différentes selon les troubles ou selon les personnes aussi, pour les amener à bouger, à s'exposer, à oser, à faire des choses. Dans le TDAH, en fait, on va, donc surtout avec la métacognition, apprendre à bien se connaître et à savoir quoi utiliser, à restructurer son environnement. On apprend à s'organiser, à planifier, parce que ça, c'est des choses qui sont très compliquées quand on a un TDAH. Quels sont vos conseils pour aider une personne à parler de son diagnostic à ses proches si vous n'intervenez pas forcément ? Alors, pour moi, je pense que c'est important de parler de son diagnostic et de ne pas en avoir peur et de ne pas avoir peur de la réaction des autres, même si je sais que parfois, il y a des gens dans la société qui ne comprennent pas ce que c'est. Nous, on le travaille beaucoup en éducation thérapeutique du patient, en fait, en ETP. Le TP, c'est pas une thérapie, c'est quelque chose qui vous permet justement d'apprendre à présenter votre trouble. Et je pense que si les personnes vous connaissent mieux, ils vont forcément plus s'ajuster à vous. Donc moi, je leur conseille effectivement de le dire de façon simple, sans forcément trop de détails, et puis d'abord peut-être de se préparer à le faire, en fait, de pas y aller et de le dire de façon trop affective, de pouvoir avoir quelque chose d'un peu prêt, sans trop de détails, mais voilà, se préparer et bien le connaître. Pour en parler, il faut bien le connaître d'abord. Qu'est-ce que vous pensez de la nécessité de poser un diagnostic ? Est-ce que pour vous, c'est quelque chose d'indispensable ? Alors, c'est une question compliquée. Le diagnostic, ça permet, il y a plein de choses qu'on sait sur un diagnostic. Quand on l'a posé, en fait, on sait, il y a des études scientifiques qui sont faites pour dire comment le prendre en charge, qu'est-ce qui a été prouvé, qu'est-ce qui a montré son efficacité. Donc ça nous permet quand même, nous, de nous guider pour savoir exactement comment faire. Par exemple, si une personne avec un TSA a un diagnostic de TDAH mais qu'elle ne le sait pas, elle va pas pouvoir automatiser les apprentissages à cause de son TDAH, alors que avec le TSA, on peut mettre des techniques en place qui permettent d'automatiser les apprentissages. Donc je pense que ça, c'est vraiment essentiel de savoir quel est le dysfonctionnement pour amener la personne à trouver les bonnes stratégies. Après, si on ne peut pas faire un diagnostic, mais qu'on fait un diagnostic de fonctionnement, que la personne comprend bien comment elle fonctionne et qu'on sait quelles sont les difficultés qu'elle a et comment on peut les résoudre, c'est plus ça qui est important, en fait, plus que vraiment de mettre un mot dessus. Si on sait qu'il y a des troubles du neurodéveloppement qui se rapprochent du TDAH ou qui se rapprochent du TSA et que c'est un peu l'un, un peu l'autre, mais on ne sait pas où... C'est pas le plus important, en fait. Le plus important, c'est de savoir que la personne, elle a des troubles de la cognition sociale qui vont la gêner justement dans les interactions sociales, et comment faire, en fait, pour que ce dysfonctionnement-là, il soit pas trop gênant dans sa vie quotidienne. Donc le diagnostic est important, mais ce qui est le plus important, c'est que la personne sache vraiment ce qui dysfonctionne, en fait. Pour vous, quels sont les différents impacts qu'un diagnostic a évité et comment les éviter, c'est-à-dire ne pas prendre le diagnostic comme une fatalité ? Alors le diagnostic, le trouble, c'est une explication.
mais c'est jamais une excuse. C'est pas une fatalité, effectivement, on peut y faire quelque chose. Et si on est bien traité et bien accompagné et que soi-même on connaît bien son trouble, il y a plein de choses qui font qu'on est beaucoup moins en situation de handicap. Donc voilà, je pense que la priorité vraiment c'est ça, c'est la métacognition, c'est savoir qu'est-ce que j'ai, comment je fonctionne, de quoi j'ai besoin et rester volontaire. Et il y a des gens qui s'en sortent vraiment extrêmement bien avec un trouble, donc c'est pas une excuse le trouble. Il y a des personnes célèbres ou des personnes non célèbres qui ont des troubles et qui s'ajustent très bien. Et pour moi, on n'est pas autiste. Pour moi, on a un TSA et on est soi-même en fait. Voilà. Et donc, on est soi-même, on est quelqu'un en dehors de son trouble. Et on peut effectivement, même si le trouble il va être là tout le temps, toute notre vie, on peut avancer avec ce trouble et c'est pas que le trouble qui nous définit. Ces personnes-là devraient prendre une certaine distance par rapport à ça. C'est la première chose qu'on fait en fait. On fait, là je peux vous montrer des petits personnages en fait qui sont des monsieur ou madame TDAH. Les enfants construisent leurs personnages pour vraiment en fait l'externaliser pour qu'ils ne soient pas en lutte contre eux-mêmes mais qu'ils puissent apprendre à vivre avec leur TDAH. Et petit à petit on le réintègre en fait pour que effectivement ils font partie d'eux-mêmes mais ils ne sont pas eux. Vous pensez quoi des gens qui disent que l'enfant se sert de son diagnostic comme excuse ? Oui, il y a effectivement beaucoup de gens qui disent ça et les parents, les enseignants aussi qui disent il s'en sert comme une excuse. Non, il s'en sert comme une explication la plupart du temps quand même. Et les aménagements, s'ils permettent pas à la personne de se sentir suffisamment à l'aise, oui, il va finir par s'en servir comme excuse. Le processus de diagnostic est-il différent lorsqu'il s'agit de personnes neuroatypiques ? Alors, ce qu'il y a de particulier, mais je le fais aussi pour les troubles psychiatriques finalement, et je trouve que c'est quelque chose qui apporte beaucoup. Donc, on va chercher le neurodéveloppement. On va chercher effectivement le développement, l'histoire de la personne, l'impact que ça peut avoir sur la scolarité, sur les différents domaines de vie, sur le social, sur le familial, sur le personnel et affectif. Et ça, quand on fait du neurodéveloppement, on a beaucoup l'habitude de travailler là-dessus, en fait, sur tout l'aspect développemental. Mais je pense que c'est aussi très important dans les troubles psychiatriques et que c'est un apport que on essaie d'apporter, nous, en tant que pédopsychiatres, à nos collègues psychiatres d'adultes, parce que dans la construction de la personne, son développement a beaucoup d'importance. Donc oui, on va regarder vraiment très spécifiquement le développement et on a besoin aussi de nos collègues orthophonistes pour tout ce qui va être le développement du langage, psychomotricienne, ergothérapeute pour tout ce qui est la motricité, la graphie. On a besoin de nos collègues neuropsychologues pour effectivement aller évaluer un peu plus le fonctionnement, en particulier les fonctions exécutives, puisque c'est quelque chose, quand on a des troubles exécutifs, qui est le plus difficile dans les handicaps à compenser. Donc oui, on fait appel beaucoup à des personnes, en fait, à des collègues autour qui vont être spécialisés dans le développement neurologique. De nombreuses recherches sont menées sur la place des troubles psychiatriques dans la neurodiversité. Est-ce que vous pensez que les troubles psychiatriques font partie de la neurodiversité ? Oui, c'est quelque chose de très intéressant effectivement et c'est ce qu'on est en train de regarder un peu aujourd'hui. Pas tellement donc dans les troubles anxieux, mais plutôt tout ce qui est troubles bipolaires de l'humeur ou schizophrénie. On voit que les personnes qui ont des troubles bipolaires de l'humeur ou une schizophrénie ont un développement un petit peu atypique avec effectivement des fonctionnements un peu différents déjà dans l'enfance. Et il est très possible, comme les troubles neurodéveloppementaux, ce soit quelque chose à la fois très génétique avec un environnement très précoce des 1001 jours qui va entraîner les facteurs causaux, que ce soit la même chose en fait pour la schizophrénie ou le trouble bipolaire de l'humeur par exemple en fait. Donc c'est une question qui se pose de façon de plus en plus fréquemment et je pense qu'on va aller vers ça.
Qu'est-ce que vous aimeriez dire à nos auditeurs et auditrices ? Alors, si vous avez un trouble du neurodéveloppement, si vous êtes atypique, gardez espoir parce que je pense que ça peut être de vraie qualité. Moi, j'ai rencontré des tonnes et des tonnes de personnes avec ces troubles-là et je les trouve juste formidables. Donc voilà, je pense que vous avez tous des super qualités et que même votre façon de fonctionner atypique, en fait, est une qualité. Merci beaucoup de votre patience et de nous avoir donné votre temps. Au revoir. Comme beaucoup de témoignages, je commencerai par dire que je me suis toujours sentie à côté, en décalé dans ma vie. C'est quelque chose qui m'a suivie, qui ne m'a pas rendu ma vie toute rose pour la majeure partie, malgré le fait que je sais aujourd'hui que ce n'est pas forcément une mauvaise chose d'être à côté, entre guillemets. Mais ce serait faux de dire que c'est facile de se sentir comme ça et mauvais de ma part de vous édulcorer la chose. Alors, quand j'avançais dans ma vie, comme vous l'avez vu avec tous les épisodes précédents, j'ai moi aussi pu être témoin de différentes représentations de la neurodiversité, qu'elles soient bien faites ou mal faites, qu'elles soient ouvertement annoncées ou inconsciemment imagées. Et comme une bonne partie de mes camarades neuroatypiques, lorsqu'on a commencé à me montrer qu'il existait différents fonctionnements et que cela pouvait être la raison de ma lutte interne, j'ai été soulagée. J'ai été soulagée de voir que des gens ressentaient ces mêmes choses que moi, que je me battais pour une bonne raison et pas que j'étais moins forte, moins capable, moins motivée que le reste des personnes autour de moi. Alors le mot autodiagnostic est un peu fort dans mon cas pour parler du sujet à proprement parler, car ayant une grande peur de l'imposteur toute ma vie, j'ai toujours et encore du mal à me proclamer quoi que ce soit. J'ai eu un premier diagnostic que je tairai, qui m'a beaucoup soulagée dans ce premier pas pour accepter que mes efforts n'étaient pas dus à un manque de volonté, mais bien à mon fonctionnement. Malheureusement, aujourd'hui, il ne fait pas bon vivre d'être différent. Soit on va te regarder comme un être étrange et te mettre une étiquette de bon à rien, soit on va te penser snob et prétentieux, mais également te mettre une étiquette sur toi du coup. Alors je n'ai rien dit. Quelques rares personnes étaient au courant, comme mes parents, ma psychothérapeute, l'infirmière de mon lycée, mais personne d'autre. Et je l'ai vécu beaucoup comme une honte, encore aujourd'hui. Une explication honteuse de qui j'étais. J'ai avancé dans la vie comme ça, comme beaucoup d'autres, essayant de garder la tête hors de l'eau, de comprendre le monde qui m'entourait. Mais de plus en plus, des choses dans mon comportement étaient incompréhensibles, et j'ai voulu me renseigner. J'ai cherché, j'ai écouté des témoignages, j'ai lu des choses sur Internet, et je dois dire que j'ai entendu toutes sortes de choses. Je ne suis pas contre le concept d'autodiagnostic. Je pense vraiment que cela peut aider des gens qui n'ont pas accès au diagnostic, qui ont besoin de mieux se connaître, et que cela peut être une aide. Mais ces personnes ne sont pas la majorité malheureusement sur Internet. Dans mon cas, j'ai vu beaucoup, trop, de personnes s'autodiagnostiquer toutes sortes de choses, en ne mettant en avant donc que les clichés de tous ces fonctionnements. Vous pouvez revenir sur l'épisode de Fausses Pistes dans lequel on parle de ces clichés, ou même dans La différence sous les projecteurs pour en connaître davantage. Et cette mise en avant des stéréotypes m'a beaucoup mise à mal, car cela dépeignait des choses très cadrées, très clichés, très stéréotypées. Et je ne me suis pas sentie compris du tout. Encore pire, je me suis sentie illégitime et en insécurité à vivre les choses que je ressentais. Et j'ai toujours eu peur au fond de moi de ressembler à ces gens qui se créent des problèmes sur Internet pour attirer le regard. Je ne dis pas que c'est ce qu'ils font tous, et je suis très heureuse aussi de voir que la parole se libère sur ce sujet et que les personnes légitimes pourront en parler de face et nous montrent un prisme varié et divers. Je ne parle qu'uniquement de ceux qui édulcorent les fonctionnements neurologiques. J'ai néanmoins aujourd'hui entamé des démarches personnelles pour mieux me comprendre et vivre mieux avec moi-même et mon fonctionnement. Je ne m'étalerai pas trop dessus, mais sachez que c'est toujours un combat de se sentir légitime dans sa différence, légitime dans ses besoins, légitime dans ses efforts. Et si je peux aider qui que ce soit avec mes paroles aujourd'hui, j'aimerais surtout rappeler à quiconque qui se poserait des questions sur lui-même qu'il n'y a rien de mal à se renseigner, à essayer de comprendre, à chercher des réponses. Tant que cela vous mène sur le chemin qui vous fera accepter en tant que personne à part entière, qui est tout à fait capable de réaliser ce qu'elle veut dans sa vie, allez parler avec des gens, allez poser des questions, discuter avec des professionnels qui pourront vous aiguiller. C'est fini le temps où aller voir une psy, c'est uniquement quand on est au fond du gouffre. En attendant que tout le monde soit inclusif avec tout le monde et accepte les besoins de chacun et chacune sans avoir besoin de justificatif, faites ce qu'il faut pour vous aimer, vous accepter et être indulgent avec vous-même. J'aimerais d'ailleurs faire une rapide digression sur le concept d'étiquette avant de laisser la parole à mes autres camarades. J'ai beaucoup discuté autour de moi de cette idée, de ce débat, est-ce que c'est bien de se mettre une étiquette sur soi ? Ce qu'il faut bien se rappeler,
c'est qu'avant que des gens nous posent la question, à nous, personnes neuroatypiques, pourquoi vous voulez vous mettre à l'écart en vous posant un diagnostic sur le dos, c'est qu'une norme sociétale et une norme de comportement s'est installée et a mis à l'écart les personnes qui n'y répondaient pas assez bien. C'est ces personnes qui se sont fait mettre des mots, des étiquettes sur le dos pour qu'on accepte qu'elles aient des besoins différents, des fonctionnements et des comportements différents. Et ce n'est pas l'inverse. Aujourd'hui, les gens de moins en moins se sentent légitimes sur leurs besoins et leurs différences et sentent de plus en plus le besoin d'être légitimés par un diagnostic pour qu'enfin on accepte de s'adapter. C'est tout un processus d'adaptation et d'inclusivité qui s'est écroulé sur lui-même et qui maintenant est un cercle vicieux pour savoir qui met à l'écart qui. On peut rêver, et c'est ce qu'on fait, d'un avenir où il n'y a pas besoin de ces étiquettes et de ces diagnostics pour être accepté et entendu, mais ce n'est pas le cas actuellement dans la majorité de la société. C'est ce à quoi sert ce podcast et plus globalement l'association. Je parle là évidemment que d'un point de vue rapport aux autres et à la vie en société, car le biais médical est encore différent. C'est important en médecine d'avoir des diagnostics justes et précis pour savoir comment aider chacun et chacune. La question de l'étiquette ou de la mise à l'écart n'est plus à se poser dans un milieu médical. Donc pour quiconque se sent le besoin de répondre à ces questions, de se connaître et de travailler sur son fonctionnement quel qu'il soit, je le répète, mais c'est important d'être indulgent avec soi-même et ceux qui en sentent le besoin. J'ai pu voir et entendre beaucoup de choses sur les gens ayant des troubles psychologiques. Déjà, beaucoup de gens se mettent cette étiquette trop facilement et rapidement de personnes instables mentalement, alors que cette personne ne peut traverser qu'un moment de mou, un coup de blues, comme on dit. Ils sociodiagnostiquent, se trouvent des problèmes qu'ils n'ont pas forcément pour expliquer leur agissement envers certaines personnes. L'impulsivité, coup de colère, ne fait pas forcément de soi quelqu'un de borderline, ainsi qu'avoir des sauts d'humeur, retrouvés aussi chez les personnes borderline, ne fait pas de toi quelqu'un de bipolaire. C'est très difficile de se sentir légitime et valide quand on est concerné directement par ces troubles, que ce soit la dépression, la bipolarité ou la schizophrénie. On se sent d'une certaine manière utilisé au bon vouloir des gens. Les gens aiment aussi beaucoup utiliser ces mots à la légère. Sur Internet, comme Twitter, j'ai déjà vu des gens mettre en biographie bipolaire, comme si c'était normal, drôle, parce qu'un matin ils ont été énervés et le soir tristes. Ça revient à ce que j'ai dit un peu plus haut, mais c'est vraiment très récurrent et normalisé, banalisé. J'ai aussi pu voir des gens définir les gens ayant un diagnostic anxieux, par exemple, par certains attraits, et si tu ne corresponds pas à ça, soit tu n'es pas une personne anxieuse, soit tu as quelque chose d'autre et tu n'utilises pas le terme approprié. Ça encore, c'est minimiser ce que la personne a. Pendant longtemps, avec les recherches que je menais sur le trouble de la personnalité borderline, je me considérais comme telle. Faire des recherches permet de comprendre ce que l'on vit au quotidien et mettre des mots dessus. Je me suis donc approprié le terme jusqu'à ce qu'on me le confirme. Lorsque moi j'ai appris que j'étais une personne ayant un trouble de la personnalité borderline, je me suis sentie comme libérée. J'ai longtemps cherché à me comprendre. Je faisais des recherches de partout sur ce que disaient les psychiatres, c'est-à-dire les attraits d'une personne borderline, et je me retrouvais dans absolument tout. Quand j'ai été admis en clinique, un psychiatre m'a confirmé mes dires, et j'étais très content, car avant, les psys pensaient que j'étais dépressif. Pour le coup, cette période a été très difficile. J'ai eu du mal à accepter que j'étais malade quand on considérait que j'étais dépressif. Je savais que si je ne l'acceptais pas, je ne pourrais pas entamer un chemin de guérison, mais c'était impossible pour moi, une tragédie. Je ne faisais que broyer du noir, donc accepter quoi que ce soit était pas vraiment faisable. Maintenant, j'ai cette tendance à me définir par la maladie. Je ne suis pas le type de personne qui va dire qu'elle agit d'une manière ou d'une autre parce qu'elle est malade, mais plus comme si la maladie me définissait en tant que telle. Je sais que c'est quelque chose que me dit de manière récurrente ma psy, et j'ai encore beaucoup de travail à faire sur moi pour ne plus avoir ce problème. Le coming out, entre guillemets, du diagnostic à mon père était différent que pour ma mère. En effet, mon père est quelqu'un qui intériorise tout, mais j'ai pu le voir à des moments de faiblesse, quand j'étais vraiment plus bas. Je ressentais son inquiétude, sa peur, et le fait peut-être qu'il était comme démuni par la situation, car il est en plus de ça, pas confronté à ça dans sa vie de tous les jours. Pour ma mère, ça a été un peu similaire, c'est-à-dire que ça l'a inquiétée. Elle ne savait pas vraiment comment gérer la situation, mais elle m'a très vite orientée vers des professionnels pour me faire suivre. Au fur et à mesure, elle m'a entièrement acceptée et surtout accompagnée à son échelle. Elle m'écoute et est sûrement l'une des meilleures mamans quand il s'agit d'être là pour ses enfants. J'ai créé de l'inquiétude auprès de toute ma famille et je m'en sens encore coupable. C'est quelque chose que j'ai ressenti tout de suite quand on a posé un diagnostic sur ce que j'ai. Merci de votre écoute. Nous avons commencé cette enquête en ayant quelques lacunes sur le sujet de la neurodiversité
et en ayant bien conscience que nous n'étions pas les seuls. Au cours de notre aventure sur le terrain de la neurodiversité, nous avons découvert la richesse des neuroatypies et l'urgence de leur accorder la place qu'elles méritent. Nous espérons que cette expérience vous a plu et que vous en aurez appris autant que nous. Et nous espérons également que vous continuerez de nous suivre dans les prochaines saisons, car il se pourrait que nous n'ayons pas tout dit. Fin d'enquête ?